Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Confirmez-moi s'il vous plaît que vous avez le son. D'accord. Est-ce que vous avez l'écran? Est-ce que l'écran de partage est activé? Ok, avant d'entamer la suite du cours, est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours précédent, par rapport au modèle OSI, les couches, etc. Est-ce que c'est clair? Parce que là aujourd'hui on va entamer le chapitre 2. C'est bon? D'accord, ok. Alors, dans le modèle OSI qu'on avait vu la dernière fois, donc on avait dit qu'il y avait cette couche, c'est-à-dire il y avait la couche application jusqu'à la couche physique. Donc la couche physique, si vous vous rappelez, on avait dit le rôle TH, c'est de transformer la séquence binaire qu'elle reçoit sous forme d'un signal adapté au support. Donc le chapitre 2 sera consacré à la couche physique, c'est-à-dire on va voir en détail ce que fait la couche physique, comment elle représente le signal, avec quelle technique, quels sont les mécanismes qu'elle va utiliser. On va voir aussi comment mesurer un certain nombre de performances, c'est-à-dire les vitesses de transmission, les débits, par quelle formule, quelles sont les formules qui permettent de mesurer ces performances. Donc tout ça sera vu durant ce chapitre. Donc c'est un chapitre assez important pour ce module. Donc, il faut bien assimiler les notions que vous allez voir. Donc là c'est le plan de ce chapitre. Donc on va aborder jusqu'au point 5, hein, parce que je vous avais dit, comme on est en retard, on ne pourra pas tout faire. Donc les deux derniers points, la DSL, le multiplexage MIC, ne seront pas abordés, même les supports physiques. Support physique, si j'aurai un peu de temps, peut-être j'y reviendrai, mais c'est pas évident de pouvoir faire tous les points. Alors, ce qu'on va appeler un canal de transmission, c'est une liaison entre deux machines qui n'est pas forcément constituée d'un seul support physique, c'est-à-dire que c'est la liaison qui va rassembler un émetteur d'un récepteur. Donc cet émetteur et ce récepteur-là peuvent être séparés par des équipements intermédiaires. Donc le canal, c'est, si vous voulez, le support virtuel qui va relier l'émetteur du récepteur. Donc on peut traverser plusieurs supports intermédiaires. Le circuit de données, ça sera le canal, c'est-à-dire le support dont on vient de parler, plus les cartes réseau, c'est-à-dire les ETCD. Pour interfacer le support avec la machine, il faut une carte réseau. C'est-à-dire la carte réseau, et c'est l'équipement qui permet de raccorder le câble ou le support avec l'ordinateur. Donc si je n'ai pas de carte réseau, je ne peux pas raccorder mon câble. Donc le rôle de la carte réseau, c'est d'adapter le signal qui est utilisé par la machine, qui est un signal numérique comme vous l'avez vu en structure machine, et elle va l'adapter pour qu'il puisse circuler sur le support. Donc c'est ça le rôle de la carte réseau. Donc l'ensemble carte réseau plus le canal le canal de transmission est appelé circuit de données. Bon, ça c'est une représentation schématique, hein. Donc canal de transmission, donc si vous voulez tous les câbles que je vais utiliser pour raccorder un émetteur à un récepteur. Lorsque je rajoute l'ETCD à l'émetteur et l'ETCD à le récepteur, c'est-à-dire les cartes réseau, je constitue ce qu'on appelle le circuit de données. Maintenant, comment représenter les données sous forme d'un signal? Donc, dans un ordinateur,
Je ne comprends pas, je vous ai envoyé les invitations par mail et là, je vois des gens qui continuent de demander des autorisations. Alors, s'il vous plaît, si l'un de vous n'a pas encore ne m'a pas envoyé d'email, parce que j'ai eu une première liste de personnes qui sont censées faire partie de la section. Donc, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas formulé leur email, donc de me l'envoyer pour que je les rajoute dans la liste. Parce que là, ça me perturbe. Si à chaque fois je dois vous autoriser à rentrer dans la session, c'est un peu perturbant. D'accord? Donc, ceux qui n'ont pas encore donné leur email à votre délégué, donc vous le faites pour que je complète la liste. Donc, je disais, la représentation des données se fait sous forme d'un signal. Donc, à l'intérieur d'un ordinateur, vous l'avez vu en structure machine, donc en général, le 1 est représenté par un signal d'une tension positive et le 0 par l'absence de courant. Ces deux signaux-là ne peuvent pas être utilisés dans les réseaux. Pourquoi? Parce que ce sont des signaux très faibles, ils ne sont pas adaptés à circuler sur des fils différents, parce que les fils que je vais utiliser pour transporter les données sur un réseau sont différents de ceux qui sont utilisés à l'intérieur d'un ordinateur. À l'intérieur d'un ordinateur, on utilise des bus. Donc, sur de longues distances, donc il faut adapter les signaux pour qu'ils puissent résister aux perturbations. Donc, on a deux façons de faire. On a ce qu'on appelle une transmission numérique et on a une transmission analogique. Chacune de ces deux transmissions utilise des paramètres différents pour représenter le signal. Dans le cas d'une transmission analogique, on va utiliser ce qu'on appelle les paramètres qui décrivent le phénomène vibratoire. Parce que une onde, un signal quel qu'il soit, il peut être représenté mathématiquement par une fonction sinusoïdale. Ça, c'est ce que vous avez vu en arabe jib. Voilà, donc c'est une fonction sinusoïdale qui va s'écrire sous forme de A, qui est l'amplitude, sinus, 2pi, f étant la fréquence, tc, la variable temporelle, plus phi, qui est la phase. Donc ça, c'est la fonction d'une fonction vibratoire, ou là, d'une fonction ondulatoire. Hein? Donc c'est la fonction sinus. Donc, toute onde va être représentée par cette fonction-là. J'ai trois paramètres sur lesquels je peux intervenir. J'ai le paramètre amplitude, le paramètre fréquence et le paramètre phase. Alors, concrètement, ça donne quoi? Si je prends la fonction de tout à l'heure, si j'essaie de la dessiner, ça va me donner une fonction qui ressemble à ça. Donc, elle va continuer dans le temps. Donc, elle a une forme d'onde. Les trois paramètres. L'amplitude, c'est-à-dire c'est la valeur maximale de la courbe TAE, c'est A. Quand je dis l'amplitude est égale à A. La fréquence, c'est 1 sur la période. La période, c'est la durée une sinusoïde, c'est-à-dire l'élément la fonction sinus, c'est répétitif. La partie elle va se répéter souvent. Donc la durée de la partie, elle va être appelée période. Et la fréquence, ça sera 1 sur période, c'est-à-dire le nombre de périodes en une seconde. Donc c'est ça la fréquence. La fréquence doit me donner le nombre de périodes en une seconde. La phase, qui est le troisième paramètre, c'est le niveau du signal à l'instant t égal à 0. Donc je reviens vers ma fonction pour que vous compreniez. Lorsque phi égale à 0, donc à l'instant t égale à 0, donc j'ai 0 plus 0, c'est-à-dire sinus de 0. Sinus de 0, ça me donne 0. C'est-à-dire le niveau du signal à l'instant t égale à 0 devrait me donner 0. Si je prends phi égale pi sur 2, pi sur 2 à l'instant t égale à 0, donc ça me donne sinus de pi sur 2, qui est égal à 1. 1 fois A, ça me donne A. Donc le niveau du signal à l'instant t égale à 0 me donne A. Donc là, j'ai pris une phase qui est égale à pi sur 2, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, le niveau du signal TI, il est au maximum. Donc je commence ici. Et je trace ma courbe. Si phi égale à 0, si la phase est égale à 0, je vais commencer à partir de là, c'est-à-dire je vais faire ça. Je vais monter, puis descendre.
Donc, si vous voulez, la phase, elle permet de marquer un décalage par rapport à l'instant t égal à 0. Donc, ça, c'est le signal analogique. Alors, vous allez me dire comment représenter les données. On va voir par la suite comment le représenter. Retenez bien que c'est comme ça que va apparaître un signal analogique. C'est-à-dire que c'est un signal qui va être obtenu en faisant varier donc les trois paramètres que sont la phase, l'amplitude ou la fréquence d'un signal ondulatoire, c'est-à-dire en forme d'onde. Le signal numérique, lui, il est différent, c'est-à-dire qu'il est de forme carrée. Déjà, quand je le vois ici, je peux reconnaître que c'est un signal numérique. C'est un signal analogique parce qu'il ressemble à une courbe en forme d'onde. C'est un signal numérique parce qu'il est toujours de forme carrée. Pourquoi il est de forme de carré? Parce qu'il ne fait que varier un seul paramètre qui est, par exemple, l'intensité du signal. Ça pourrait être, par exemple, la tension électrique. Si j'ai un câble électrique, ça pourrait être la tension lumineuse si j'ai affaire à un câble en fibre optique. Donc, je fais varier les intensités du signal lumineux. Donc, j'ai un seul paramètre. C'est en général l'intensité ou la puissance du signal qui va être variée pour représenter les données. Alors, prenons un exemple. Je suis en signal numérique, ça se voit puisque le signal il est carré. Donc, j'ai dit que le 0, c'est l'absence de courant, et le 1, c'est une tension positive. Donc, lorsque j'ai envie d'envoyer un 0, il n'y aura pas de courant. Lorsque j'ai envie d'envoyer un 1, ça sera un courant positif. Et en fonction de ce que j'ai envie d'envoyer, je fais varier la tension de mon courant. Dans le cas analogique, je peux faire varier, par exemple, alors ici la phase. Je fais varier la phase. Vous voyez, la portion du signal, elle a une phase 0. Donc, il va représenter le 0. Le deuxième, il est différent du premier, parce qu'il a une phase qui est égale à pi. Donc, j'ai deux signaux ici. J'ai un signal qui représente le 0, j'ai un signal qui représente le 1. Donc, le signal qui représente le 0, il a une phase qui est égale à 0. Le signal qui représente le 1, il a une phase qui est égale à pi. Donc, là, pour le 0, j'envoie ce signal. Pour le 1, je vais envoyer ce signal. Vous voyez que ça varie en fonction de ce que j'ai envie d'envoyer. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple d'une transmission analogique avec variation des phases. Bon, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va revenir sur ces notions par la suite. Hein. Même si vous ne comprenez pas totalement maintenant, on va revenir à travers des exemples lorsque j'évoluerai dans le chapitre. Là, j'ai fait varier, par exemple, l'amplitude. J'ai donné à 0 une amplitude basse et à 1 une amplitude haute. Donc, la même séquence. Donc, 0, il est représenté là avec une amplitude basse, le 1 avec une amplitude haute. Et ainsi de suite en fonction de la donnée à envoyer. Est-ce que c'est clair pour le moment? C'est-à-dire différence entre transmission analogique et transmission numérique. Intervenez s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Ok, tant mieux. Oui. On peut, on peut tout varier, on peut varier les trois. Mais ne t'inquiète pas, en bas je vais revenir pour t'expliquer comment varier. Pour le moment, retiens simplement que Hada c'est un signal analogique, Hada c'est un signal numérique. C'est-à-dire que visuellement, maintenant il faudra que tu reconnaisses c'est quoi un signal numérique, c'est quoi un signal analogique. Donc un signal analogique, il a cette forme, un signal numérique, il a cette forme-là. Je reviendrai pour expliquer dans le détail comment on peut varier les paramètres. Alors, là, c'est un autre exemple. Donc là, vous voyez, là, par exemple, je peux utiliser deux périodes.
C'est-à-dire que le signal qui va représenter un 0 peut utiliser plus d'une période. Tout à l'heure, on a utilisé une période de mon signal. Là, j'ai utilisé, vous voyez, deux périodes. C'est-à-dire deux périodes pour le 0 et une période, non, voilà, et deux périodes aussi pour le 1, mais pas avec la même phase. C'est la phase 0, c'est la phase pi. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser qu'une seule période de mon signal. Je peux utiliser un certain nombre de périodes pour représenter, par exemple, le 0 et le 1. Donc, il y a plusieurs façons qu'on détaillera par la suite. Alors, ici, ça on l'a vu, c'est un cas simple. Là, par exemple, on vous montre les différentes phases. Par exemple, aussi un état peut ne pas, c'est-à-dire un signal peut représenter plus d'un bit. Là, on a pris jusqu'à maintenant le cas où 1% du signal représente un seul bit. Mais je peux aussi avoir les cas où 1% du signal représente plus de 1 bit. C'est-à-dire dans le cas là, on a pris 2 bits. Donc, pour représenter 2 bits, il me faut 4 signaux différents. Dans le cas de 1 bit, il me fallait 2 signaux, un pour représenter le 0, un pour représenter le 1. Mais pour représenter, par exemple, 2 bits à la fois, il me faut toutes les combinaisons possibles sur 2, c'est-à-dire 4. Donc pour représenter le 0, 0, pour représenter le 0, 1, le 1, 0 et le 1, 1. Dans ce cas-là, par exemple, je peux faire varier la phase. Donc 0, 1, je vais lui donner une phase 0. Donc là où est le signal à la phase 0. Le 1, 0, je vais lui donner la phase pi. Le 0, 0, je vais lui donner la phase 3 pi sur 2. Ça, c'est pi sur 2. Ou c'est 3 pi sur 2. Donc ça, c'est les signaux obtenus en faisant varier les phases 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2. Là, je les représente. C'est-à-dire que là, je sais que quand j'envoie le signal HDR, je vais envoyer 0, 0. Quand j'envoie ce signal-là, c'est pour envoyer un 0. Et ainsi de suite. Donc, en fonction des données que j'envoie le signal adapté. La seule différence, c'est que ici, chaque portion du signal élémentaire représente 2 bits et non pas 1 bit. Là aussi, on a l'exemple dans le cas numérique. Tout à l'heure, j'avais fait une représentation avec 1 bit. J'avais besoin de 2 tensions. Là, je vais faire une représentation avec 2 bits pour chaque signal élémentaire. Donc, il me faut 4 signaux élémentaires pour représenter les 4 combinaisons possibles, c'est-à-dire 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, vous voyez 1, 1, il va être associé à V4, 1, 0 va être associé à V3, 0, 1 va être associé à V2 et 0, 0 va être associé à V1. Donc, en fonction de la donnée que j'ai envie d'envoyer, je génère donc la tension correspondante. Donc, là, le premier état, c'est 1, 1, c'est-à-dire V4. V3, on va dire V2 pour envoyer 0, 1, ensuite V3 pour envoyer 1, 0, et ainsi de suite. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez envoyer. Oui? Oui, forcément. Parce que, si tu te rappelles la dernière fois, on a parlé de normalisation. Il faudrait que quand on fabrique les cartes réseau, ils ne changent pas, c'est-à-dire qu'elles utilisent les mêmes types de signaux. C'est-à-dire quand il fabrique une carte réseau, lorsqu'il reçoit le signal, il ne va pas changer à chaque fois de signal. Donc, tous les fabricants de cartes réseau vont se mettre d'accord lorsqu'ils vont utiliser un type de transmission, par exemple analogique ou la numérique, ils vont utiliser les mêmes types de signaux pour qu'ils puissent être reconnus. Parce qu'une tilette battie 0,0 تبعتي هكا هو ما يفهموش هو يفهموا 1 donc ils vont pas se reconnaître. Donc il faudrait qu'on se mette d'accord tous pour dire que voilà combien de bits je vais coder par signal et que va représenter chaque signal. Sinon, on ne pourra pas transmettre les données. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les phases de normalisation. C'est-à-dire que tous les constructeurs, ils ont réglé ces problèmes-là. Lorsqu'il y a quelqu'un qui veut être fabricant de cartes réseau, il va s'adapter par rapport aux normes. C'est-à-dire les normes de représentation des signaux. Bon, là, ici en cours, je vous donne les façons de faire. Mais il est clair que dans la réalité, dans les cartes réseau que vous allez acheter, chaque carte réseau va utiliser
un modèle de représentation. Et donc, les cartes réseau qui sont compatibles vont utiliser toutes les mêmes façons de représenter la donnée sous forme de signal. Sinon, elles ne pourront pas communiquer. Est-ce que c'est clair? D'accord. Bon, le signal, lorsque vous l'envoyez sur un câble, il va vous échapper. C'est-à-dire que vous n'allez plus le contrôler parce qu'il va traverser donc un environnement externe. Cet environnement externe, il peut être perturbé. Ça veut dire quoi perturbé? C'est-à-dire que vous avez des parasites. Il peut passer par des champs magnétiques, il peut passer par un environnement où il y a, par exemple, du bruit, il peut passer par un environnement où le câble il est mouillé, ce qui fait que le signal, lorsque vous l'envoyez, il risque d'être modifié. C'est-à-dire vous envoyez un signal avec une certaine amplitude ou avec une certaine fréquence, il va être complètement modifié. À l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le récepteur va essayer de l'interpréter. Il va essayer, si il y a deux états, 1, 0, il va dire soit c'était 1, soit 1, 0. Donc il va prendre au hasard, s'il n'arrive pas à le reconnaître. S'il est proche du 1, il va dire que c'est un 1. S'il est proche du 0, il va dire que c'est un 0. Mais il se peut qu'un abad un 0, il s'est transformé en 1. D'accord? Ça, c'est les zéros de transmission. C'est-à-dire je n'ai aucune garantie que le signal que j'envoie arrive tel qu'il est. Il se peut qu'à certains endroits, s'il y a parasitage, si l'environnement il est perturbé, donc il se peut que donc, le signal il est modifié. Là, ça vous arrive, par exemple, là il fait mauvais temps, lorsqu'il y a de la pluie, vous perdez le signal de la télé. Ou là, lorsqu'il y a du tonnerre, vous perdez aussi momentanément le signal de la télé. Pourquoi? Parce que la donnée qui circule sur l'air, elle est perturbée. Le signal, il est modifié. Donc, pendant le temps où il y a eu la pluie, ou une pluie assez forte, ou là, le tonnerre qui a grondé, donc vous allez perdre votre signal de télévision ou là, le signal de la radio. Mais après, ça va reprendre. Donc, c'est une perte de données occasionnée par ces perturbations momentanées, c'est-à-dire qu'elles ne durent pas dans le temps. Justement, toutes les perturbations qui vont modifier mon signal, on va les appeler les bruits. Pourquoi les bruits? Parce qu'elles vont rajouter quelque chose à mon signal, soit enlever, soit rajouter. Donc, on va classer ces types de perturbations en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le bruit blanc. Voilà, blanc, c'est parce qu'il est, si vous voulez, sans incidence. Il ne va pas provoquer forcément une perte de données. Le bruit blanc, c'est un gain dans l'amplitude du signal qui est causé par les équipements intermédiaires, c'est-à-dire c'est tous les équipements que je vais rajouter en air. Alors, dans le chapitre 1, je vous expliquais que des fois, on a besoin de rajouter ce qu'on appelle des adaptateurs, des transceivers, c'est-à-dire des équipements intermédiaires qui permettent de réamplifier le signal. Parce que le signal en lui-même, il s'affaiblit, donc on a besoin de le réamplifier. Donc, lorsque vous mettez des équipements, ou là les concentrateurs, ou là les hubs, etc., lorsque vous les mettez entre deux ordinateurs pour accorder les supports, comme ils sont alimentés par l'électricité, donc automatiquement ils vont rajouter, c'est-à-dire lorsqu'ils vont amplifier, ils vont rajouter une petite chose, une petite amplitude par rapport à ce qui a été envoyé. Ce qui fait que le signal il va être modifié, mais il va être modifié de manière uniforme, c'est-à-dire le 0, il va être modifié de la même manière que le 1. Donc avec le bruit, je peux l'anticiper, parce que il est provoqué par mes propres équipements. Donc je sais a priori combien va rajouter tel équipement dans le signal. Et en plus, c'est un bruit limité, c'est un bruit infime par rapport au niveau du signal. Donc il ne fera pas qu'un 1 va se transformer en un 0 ou l'un 0 qui va se transformer en 1. C'est très rare. Parce que l'incidence sur le signal, elle est faible. D'accord? C'est-à-dire si vous avez un signal qui fait 100 volts, il va rajouter 1 ou 2 volts. Donc ce n'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des erreurs. C'est-à-dire que le 1, peut-être représenté par le 100 volts, va se transformer en 0 qui est représenté par une autre tension. D'accord? Donc le bruit blanc n'a pas d'incidence. Ce bruit blanc, il est normal. C'est-à-dire c'est un gain qui est occasionné par les équipements intermédiaires. Le bruit que je crains, c'est le bruit aléatoire, ce qu'on appelle les bruits aléatoires ou là les bruits impulsifs. C'est toutes les perturbations qui sont dues à un environnement externe que je ne maîtrise pas.
c'est-à-dire, on avait dit tout à l'heure, la pluie, le tonnerre, si un câble il passe par un champ magnétique ou là il passe sous une route, et donc à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, elle va perturber le signal. Donc, tous les phénomènes Hadouma qui vont générer eux-mêmes un champ magnétique ou là, une perturbation vont avoir une incidence sur le signal terrien. Surtout lorsque le câble n'est pas protégé. C'est-à-dire, il est clair que les câbles physiques sont mieux protégés que l'air. L'air, il n'a pas d'enveloppe, il n'a pas de gaine. Donc, il résiste moins par rapport aux perturbations que si vous avez un câble téléphonique ou un câble en fibre optique, parce que là, ils sont mieux protégés. Donc, les câbles aussi ne sont pas protégés de la même manière. Donc, ces bruits aléatoires, lorsqu'ils surviennent, ils peuvent faire en sorte que tout le signal est complètement modifié. C'est-à-dire que vous envoyez un, vous recevez un 0. Vous recevez une information, quand un signal quelconque. Et il vous est impossible de dire c'est un 1 ou 0. Donc, vous allez taper au hasard. Il est plus proche du 1 ou du 0. Donc, je vais considérer que c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Alors, pour schématiser ce qu'on vient de dire, le bruit blanc. Donc là, imaginez que c'est le signal de départ. Donc, vous voyez, il est au-dessus de 1. Au-dessous, pardon. Il est juste très bien sur le 1. Haulik le bruit. Voilà le niveau d'un bruit blanc. Donc c'est quelque chose d'infime. C'est ce qui est rajouté par les équipements. Donc lorsque vous faites la somme des deux, vous allez avoir le signal qui va dépasser le 1. Mais ça ne va pas réellement modifier la nature du signal, c'est-à-dire que vous pouvez toujours distinguer entre le 1 et le 0. Donc le bruit blanc, et en plus il est uniforme, c'est-à-dire qu'il va rajouter la même valeur à tous les signaux, que ce soit le 1 ou le 0. Donc je pourrais toujours distinguer entre le 1 et le 0. Par contre, le bruit impulsif, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez envoyé ce signal numérique. Donc c'est une variation de 0 et de 1. Donc là où le signal est le 0, là où le signal est le 1. Dans la réalité, voilà ce que je vais trouver. C'est-à-dire j'aurai un signal un peu modifié. Bon, ici, je peux toujours distinguer que c'est un 0 parce que je suis loin du 1. Maintenant, quand je reçois, je suis récepteur, je reçois ça. Je ne peux pas l'assimiler à 1 parce que je suis plus proche du 0 que du 1. Donc pour moi, Hada, c'est toujours un 0. Hada aussi, c'est toujours un 1. Hada, je vais le considérer toujours que c'est un 0. Hada, c'est un 1. Malgré que, je suis un 1, mais je suis plus proche du 1 que du 0. Donc pour moi, c'est un 1. Par contre, vous voyez là, le bit d'ailleurs, le signal a été tellement perturbé qu'il est devenu plus proche du 0 que du 1. Donc pour moi, c'est un 0. Donc là, c'est une erreur de transmission. C'est-à-dire que l'émetteur, il a envoyé un 1, et moi, du fait du bruit impulsif aléatoire, je l'ai considéré que c'est un 0. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de l'incidence d'un bruit aléatoire impulsif. Bon, dans la réalité, vous avez la somme des deux, c'est-à-dire que vous avez le bruit blanc et le bruit impulsif. Donc tout dépend qu'est-ce qu'ils vont occasionner. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un bruit blanc plus un bruit impulsif qui sont mélangés. Maintenant, ils peuvent avoir une incidence sur les données comme ils peuvent ne pas avoir. Ça dépend le niveau le bruit. Si le bruit comme il est élevé, il va faire que ça modifie la courbe. S'il n'est pas élevé, vous serez toujours capable de distinguer l'information qui a été envoyée par l'émetteur. D'accord? Donc tout dépend du niveau de bruit. Parce que là, on a vu ici, hein, dans les premiers bits, il n'y a pas eu d'incidence. C'est-à-dire j'ai toujours pu reconnaître l'information qui a été envoyée par l'émetteur. Par contre, ici, non. C'est-à-dire le bruit était tellement grand qu'il a fait que, justement, je me trompe. Est-ce que c'est clair? D'accord. Bon, ça, c'est les deux premiers bruits qui sont dus à l'environnement. Il y a un troisième phénomène qu'on appelle l'affaiblissement. Alors, l'affaiblissement, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un signal sur le câble, ce signal-là, c'est quoi? C'est un signal que vous avez généré vous-même. C'est la carte réseau, elle l'a généré. Elle l'a généré avec une puissance. Donc, cette puissance-là, si c'est l'électricité, ça sera une puissance électrique. Mais vous savez tous que l'électricité, lorsqu'elle traverse
par exemple un câble cuivré, elle va perdre de son ampleur du fait de la résistance. C'est-à-dire la résistance va faire en sorte que la puissance électrique se transforme en chaleur. Donc, le signal T, il a une durée de vie, c'est-à-dire qu'il pourra se propager à une certaine distance. Au-delà de cette distance, il va s'épuiser. Donc, alors, à la Balir, je vais faire des études, c'est-à-dire que chaque câble, je vais l'étudier. Je vais voir quelle est la distance maximale à partir duquel je peux transmettre. Et au-delà de cette distance-là, il faudra que je réamplifie le signal. Parce que si je ne réamplifie pas, le signal va disparaître complètement. Il va se transformer en chaleur. Et donc, il n'aura pas le temps d'arriver à destination. Donc, chaque câble qui a été commercialisé dans les commerces, c'est-à-dire qui a été commercialisé, tous les câbles plutôt qui sont commercialisés, ont subi une normalisation, c'est-à-dire qu'on les a étudiés pour voir quelle est la distance pour laquelle, à partir de laquelle, je dois placer ce qu'on appelle un amplificateur pour réamplifier le signal dû à l'affaiblissement. Alors, la norme, c'est quoi? C'est de dire que dès que le signal faiblit d'un rapport de 1 sur 2, c'est-à-dire de moitié, je dis Ali à la distance. Donc, je vais mesurer, j'envoie un signal. Je vais étudier le câble en laboratoire. J'envoie un signal avec une certaine puissance. En bas, je vais mesurer le niveau du signal, on va dire à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres, ainsi de suite. Lorsque je vois que le signal a diminué d'un rapport de 1 sur 2, il y a la distance maximale, c'est-à-dire peut-être c'est 100 mètres. Donc, c'est-à-dire 100 mètres pour un câble, c'est à partir du moment où j'ai mesuré que la puissance dans le signal de départ a baissé d'un rapport de 1 sur 2. Donc, je dis au bout de 100 mètres, on est obligé de placer un équipement intermédiaire pour réamplifier. Parce que si on va plus loin, il y a risque de ne plus pouvoir réamplifier le signal et de le retrouver tel qu'il était, parce qu'il peut être tellement modifié du fait de l'affaiblissement que je vais retrouver un signal différent. Donc, pour maintenir le signal dans sa forme sans qu'il y ait de perte, donc, on dit voilà la distance d'affaiblissement, c'est-à-dire la distance de protection à partir de laquelle il faut régénérer le signal pour qu'il n'y ait pas de perte de données. Donc, le rapport d'affaiblissement, il est donné par le niveau du signal transmis, par le niveau du signal mesuré à une certaine distance, soit à l'arrivée, soit au niveau intermédiaire. Donc, si le signal n'a pas perdu de sa puissance, donc le rapport est égal à 1. Mais en général, il perd toujours, c'est-à-dire que du fait de la transformation de la puissance électrique en énergie, plutôt en chaleur, vous allez toujours avoir ce rapport qui est supérieur à 1. D'accord? Et on avait dit tout à l'heure, lorsque le rapport devient 1 sur 2, plutôt 2, c'est-à-dire lorsque R1 est égal à 2, c'est là où je commence à placer mes amplificateurs. Alors, le rapport d'affaiblissement, en général, ça peut être très très grand. Lorsque le signal reçu baisse, lorsqu'on fait des mesures, lorsque le signal baisse de manière drastique, donc le rapport ADI peut être très élevé, on peut avoir des valeurs très élevées. Donc, ce qu'on fait, on l'élève à l'échelle logarithmique. Donc, on utilise l'échelle logarithmique, c'est-à-dire 10 log 10, ce rapport. Donc, lorsque le rapport il est donné sans unité, c'est-à-dire sans qu'il y ait une unité qui le caractérise, c'est-à-dire que j'ai utilisé cette formule. Lorsque le rapport il est donné avec l'unité décibels, on vous dit par exemple 30 décibels, ça veut dire automatiquement que je l'ai calculé avec cette formule. D'ailleurs, ça ne concerne pas que l'affaiblissement, ça concerne tous les rapports, de manière générale. D'ailleurs, vous allez le voir dans les autres modules. Quand on vous dit décibels, c'est-à-dire un rapport qui est donné en décibels, vous entendez par là que vous avez élevé la valeur à une échelle logarithmique, c'est-à-dire en faisant 10 log 10 cette valeur. C'est ça ce que veut dire décibel. Décibel veut dire que la valeur a été élevée à une échelle logarithmique. C'est quand on a un intervalle de valeur qui est très très grand, pour réduire avec l'intervalle, on utilise l'échelle logarithmique. Et donc, ce qui permet de savoir que c'est une échelle logarithmique, c'est l'unité décibel. C'est clair? Ok, ça ne concerne pas que le rapport, c'est de manière générale. D'accord. Alors,
Quatrième phénomène, la distorsion de phase. Dans les transmissions analogiques, on avait dit qu'on pouvait faire varier la phase. Donc la phase, c'était le niveau du signal à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire que je pouvais avoir la phase 0, la phase x, etc. Pour pouvoir ne pas se tromper dans le niveau du signal, il faut qu'il y ait une très bonne synchronisation entre émetteur et récepteur. Et là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que l'émetteur est une machine, le récepteur est une machine. Et les deux machines, elles sont cadencées avec une horloge physique différente. Parce que vous avez vu en structure machine que dans l'ordinateur, c'est-à-dire celui qui donne le tempo, celui qui donne le rythme de fonctionnement, tu as l'ordinateur, tu as le processeur, tu as la mémoire, c'est l'horloge physique, c'est elle qui donne le tempo. Donc, lorsque vous avez deux machines différentes, elles ont deux horloges physiques différentes. Même si elles sont précises, elles peuvent se tromper, elles peuvent ne pas compter les mêmes durées de temps, sachant qu'on manipule des durées de temps très faibles. Donc là, si je ne suis pas synchronisé avec l'émetteur, ou là je perds ma synchronisation, je peux avoir une mauvaise lecture du signal, c'est-à-dire un niveau plus haut. Et donc, s'il y a utilisation des phases, je peux interpréter faussement les signaux que je reçois. C'est ce qu'on appelle la distorsion de phase. Et donc ça peut arriver. Donc ça, c'est dû à une mauvaise synchronisation entre émetteur et récepteur. Bon, maintenant on va passer à quelque chose d'important, c'est comment caractériser, comment évaluer les performances d'une connexion, d'une transmission ou d'un signal. Donc on verra qu'il y a plusieurs paramètres qu'on peut utiliser pour évaluer la vitesse ou les performances en général d'une transmission ou bien d'un signal. Alors le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le taux d'erreur. Ça, il est important pour évaluer la fiabilité, ce qu'on appelle la fiabilité d'une transmission, c'est-à-dire le nombre d'erreurs que je vais constater sur une transmission. Les erreurs ne dépendent pas de moi, dépendent de l'environnement, c'est-à-dire que si un câble passe par un environnement très pollué, très perturbé, vous allez avoir un taux d'erreur qui est élevé. C'est quoi le taux d'erreur? C'est-à-dire que je vais envoyer un certain nombre de bits, on va dire je vais envoyer 1000 bits vers une destination, et à l'arrivée, je connais ces 1000 bits, je connais la séquence, les bâtards. Et à l'arrivée, je vais vérifier combien il y a de bits erronés sur les 1000 bits que j'ai envoyés. Donc, si le taux est égal à 0, tant mieux, c'est-à-dire que ma transmission, elle est bonne. Si le taux s'élève, c'est-à-dire que la transmission est en train de devenir mauvaise. Et donc, elle est très très mauvaise si ça se rapproche de 1. C'est-à-dire si tous les bits sont erronés, là c'est grave. C'est-à-dire que je ne peux rien envoyer. Donc, tout l'intérêt, c'est de faire en sorte que le taux d'erreur, il ne peut pas être égal à 0. C'est rare où il est égal à 0. Mais en tout cas, je cherche à faire en sorte que le taux soit le plus faible possible. D'accord? Donc, le taux d'erreur, il permet de mesurer la qualité de la fiabilité, ce qu'on dit la fiabilité de la transmission. Quand vous installez, par exemple, une connexion ADSL, eh ben, l'opérateur qui a Algérie Télécom va procéder à évaluer votre ligne, c'est-à-dire va voir est-ce que votre ligne est candidate pour l'ADSL, parce qu'il y a certaines lignes où on ne peut pas installer l'ADSL, parce que la ligne téléphonique, elle passe par un environnement tellement parasité que même il installé que la ligne, tu auras un débit très faible. Peut-être que la connexion elle est mauvaise, mais en fin de compte, c'est parce que ta ligne elle est mauvaise. Et donc, on va vous dire non, c'est impossible de vous louer un abonnement sur cette ligne parce que votre ligne, à la base, techniquement, elle est mauvaise. Il faudra changer de ligne, c'est-à-dire qu'il faut changer de ligne physique. Il faudrait qu'on vous change de câble. Vous voulez le faire passer par un autre environnement. Maintenant, si on laisse le câble tel qu'il est, même si vous voulez avoir 10 mégas, 20 mégas, 30 mégas, l'abonnement, tu auras toujours une mauvaise ligne parce qu'à chaque fois que tu bats un bit, il va arriver erroné à la destination. Donc ça ne change rien. Donc ça permet d'évaluer est-ce que la ligne elle est bonne ou la mauvaise, c'est-à-dire est-ce que la ligne physique est bonne en termes de fiabilité, est-ce qu'elle transmet un maximum de données sans erreur. Donc ça ne dépend pas si vous voulez, du débit, ça ne dépend pas de votre abonnement, ça dépend de la qualité de la ligne, par quel environnement elle va passer. C'est clair? S'il vous plaît, retour. Oui.
Alors, après le taux d'erreur, on a la vitesse de transmission. Avant d'expliciter c'est quoi les vitesses de transmission, je vais introduire un paramètre important, c'est ce qu'on appelle l'état. Je vais revenir sur ce que j'ai donné tout à l'heure comme schéma. Ce qu'on va appeler état, c'est la plus petite portion élémentaire de mon signal, qui va être utilisée pour encoder, dans le cas le plus simple, un bit, ou les plusieurs bits. C'est-à-dire, dans le cas l'état, ça sera ça. C'est la plus petite portion du signal, il n'y a pas plus petit. Donc, cet état, il représente un 1. L'état, c'est 0, 1. Donc, tous les niveaux représentent des états. Dans le cas ici, l'état TAIS, on dit deux états. On dit l'état 0, l'état 1. C'est la plus petite portion élémentaire de mon signal. Dans le cas analogique, l'état TAIS, donc ça, c'est un état pour représenter une information. Par exemple, 0, enfin je ne sais pas ici. Oui, c'est 0. 0. Là, c'est pour représenter le 1. Ici, l'état, il a été utilisé pour représenter 2 bits. Mais ça reste toujours la plus petite portion élémentaire de mon signal. Il n'y a pas plus petit. Et donc, cet état permet d'encoder soit un bit, soit plusieurs bits, 2, 3, 4, etc. On verra par la suite comment augmenter le nombre de bits. Pour le moment, on a vu le cas à 1 et 2. Donc, tous les états différents de mon signal ont la même durée. Ça, c'est un axiome. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver la durée égale 0 qui est différente de la durée égale 1. C'est-à-dire à chaque fois que je définis les états de mon signal, soit 2, soit 4, soit 8, etc., il faut que tous les signaux élémentaires différents ont la même durée. D'accord? Ça, c'est important. Avec la durée, on va la noter soit t, soit delta. Mais elle est toujours fixe. Elle va dénoter le nombre de bits représentés par chaque état. C'est-à-dire, est-ce que l'état représente un bit? Est-ce qu'il représente 2? Est-ce qu'il représente 3? Etc. Bon, c'est tous les états qui vont représenter soit 1, soit 2, soit 3. Je ne peux pas trouver un état qui représente 1 et un autre état qui représente 2. D'accord? Quand je fais une représentation du signal, les paramètres sont fixes. Un est fixe, c'est-à-dire soit 1 égale à 1, soit 1 égale à 2. V, qui dénote la valence du signal, va représenter tous les états différents que je peux générer. C'est-à-dire, si n égale à 1, si j'ai envie de représenter un bit par état, il me faut combien d'états différents? 2. Voilà. Si j'ai envie de représenter 2 bits par état, combien d'états différents il me faut? 4. Voilà. Donc, c'est une puissance de 2. Donc, si n égale à 3, il me faut 8. Si n égale à 4, il me faut 16. Donc, c'est une puissance de 2. Donc, ce qui va me permettre de donner les formules par la suite. Bon, là, c'est une illustration de ce qu'on vient de dire. Donc là, ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, vous remarquez que la durée des états est toujours la même. J'ai noté ici t. Vous la notez aussi delta. Donc, la durée dans le 1 est la même que la durée du 0, et ainsi de suite. Donc, ça ne change pas. Je ne peux pas trouver la durée dans le 1 est différente de la durée dans le 0. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi je ne peux pas avoir des durées différentes? Pourquoi il faut que ce soit fixe? Pourquoi la durée d'un état doit être fixe? Bon, je vous laisse réfléchir. Bah, j'attends une réponse de vous. Alors, regardez ici dans le cas où un état représente 2 bits. Donc là, j'ai utilisé la valence donc égale à 4, donc 4 états. Mais toujours est-il que la durée de tous mes états est fixe. Elle est toujours égale à t. Donc, elle ne change pas. Idem pour le cas analogique. Donc, ici, l'exemple, j'ai utilisé 2 états. L'état 0 avec une période, l'état 1 avec 2 périodes. Donc, ceci dit, la durée d'un état, la portion qui représente le 0,
elle est la même que la durée que représente le 1, même si le 1 utilise 2 périodes. Ok? Donc, ça ne change pas. Là, par exemple, j'ai utilisé V égale à 4, N égale à 2. Donc, j'ai 4 états. J'ai les deux premiers états qui vont utiliser deux amplitudes différentes, une amplitude basse, une amplitude haute. Ou là, j'ai augmenté le nombre de périodes. Donc, j'ai utilisé 2 périodes pour représenter les 2 derniers états. Donc, les 4 états sont différents. Ils ne se ressemblent pas. Donc, en fonction de la portion que j'envoie, donc je génère l'état correspondant. Donc, 0, 1, il est là. 1, 0, il est là. 1, 1, il est là. Mais tous les états ont la même durée. La durée n'a pas changé, quelle que soit la combinaison que j'ai envie d'envoyer. Alors, je reviens à la question, pourquoi je dois garantir que les états aient la même durée? À votre avis? C'est un problème que j'ai cité juste avant, hein, quand j'ai parlé de distorsion de phase. Oui? Oui, bravo. C'est pour garantir la synchronisation, puisque vous n'avez pas d'horloge entre émetteur et récepteur. Donc déjà, le seul mécanisme qui vous permet, et encore, et ça ne suffit pas, c'est de synchroniser émetteur-récepteur. C'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur, ils vont se mettre d'accord pour se dire qu'un état, voilà, il va durer, par exemple, 1 milliseconde. Donc quand je mesure 1 milliseconde, je sais que c'est la fin d'un état. Donc, mais il faudrait que la durée ne change pas. Parce que si l'émetteur il va changer de durée, le récepteur ne peut pas savoir. Donc, il faudrait que je sois cadencé avec le même rythme. Chaque milliseconde, il y a un état. Mais comme ça ne suffit pas, parce que là aussi, les horloges ne sont pas les mêmes. On a tous des montres, mais est-ce que toutes nos montres fonctionnent au même rythme? Non. Sachant qu'ici, c'est à des périodes très infimes. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de, même pas millisecondes, c'est de l'ordre de microsecondes en termes de vitesse. Donc, c'est de 10-6. Donc, le décalage est possible entre deux machines qui, même si elles ont des horloges précises, mais qui vont mesurer avec des horloges physiques différentes. Donc, je peux avoir des décalages. Notamment lorsque j'ai des séquences, par exemple un signal qui ne change pas. Il y a une séquence de 1 continue ou là une séquence de 0 continue. À la rigueur, lorsqu'il y a une transition entre 1 et 0, ça me permet de me resynchroniser. C'est quand je vois une transition, je me dis, ah tiens, ça c'est la limite forcément d'un état. Parce que quand je fais une transition, je marque la limite d'un état. Donc ça permet de resynchroniser le récepteur avec moi. Et lorsque j'ai une séquence continue de 1, il n'y a pas de signal qui me permet de dire voilà, c'est la limite. Je dépends de mon horloge, de l'horloge du récepteur pour me dire, pour justement fixer le début et la fin de chaque état. Donc, c'est pas toujours évident. Bon, maintenant, on va te donner les formules qui permettent de. Oui, 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 je vous entends. Ah, ça, je ne peux pas vous refaire le cours de structure machine. Dans un ordinateur, tout est régi par une horloge. C'est-à-dire c'est une horloge qui va vous donner la vitesse d'exécution. C'est elle qui vous donne comment vous expliquer ça? C'est elle qui vous donne le tempo pour exécuter et pour faire fonctionner le processeur, pour envoyer les données. C'est-à-dire que vous allez vous régler toutes les opérations à l'intérieur d'un ordinateur par rapport à cette horloge. C'est comme une montre, c'est-à-dire que à chaque clic, par exemple, à chaque fois qu'elle fait un clic, vous pouvez commencer une action. Donc, quand vous faites une opération, vous devez la faire par rapport au signal de l'horloge. D'accord? Donc, vous avez une horloge qui va régler toutes les opérations qui vont être effectuées au niveau d'un ordinateur. Mais vous faites cette année structure machine, non? Allô? Vous n'avez pas fait structure machine parce que le cours n'a pas été fait ou là c'est dans le programme, il n'y a pas structure machine. Mais vous le faites cette année. Voilà, vous allez le faire. Donc, lorsque je pense que vous avez commencé les cours. Cette année, vous avez commencé les cours. Et on ne vous a pas parlé encore d'horloge, non?
On vous a parlé d'horloge. On va vous parler d'horloge. Ok. Bon, sachez que, voilà, que dans un ordinateur, vous achetez en général un ordinateur, on vous donne la, la- la fréquence de l'horloge, hein. On vous dit le processeur fonctionne avec 1 giga ou 10 gigas, c'est-à-dire qu'il peut faire un certain nombre d'opérations à la seconde. Et donc, ce nombre d'opérations dépend justement de la vitesse de l'horloge. C'est-à-dire, l'horloge, c'est elle qui vous donne le tempo, le rythme. C'est-à-dire, elle est rapide. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'envoyer des signaux d'exécution à une certaine vitesse. Plus vous envoyez de signaux en une seconde, plus votre processeur est rapide et puissant. Donc, chaque machine a l'horloge physique qui donne justement si vous voulez, c'est les ordres. C'est elle qui donne les ordres au processeur, à la mémoire, au bus pour transférer les données. C'est comme, c'est une montre, voilà, c'est une montre. C'est elle qui donne le signal, c'est-à-dire c'est un signal qui est généré et donc le processeur, tous les équipements de votre ordinateur, ils sont cadencés par rapport à ce signal-là. C'est-à-dire lorsque vous faites une opération, vous la faites par rapport à la cadence. Donc le signal d'horloge, il est, on va dire, 1 gigahertz, c'est-à-dire que vous allez envoyer 1 milliard de signaux à la seconde. Donc vous attendez le signal de l'horloge pour faire une opération ou là pour envoyer sur le bus. Donc c'est ce signal-là qui va vous régler qui va régir ou commander toutes les opérations que vous faites au niveau d'un ordinateur. D'accord? Donc quand j'envoie les données, je suis cadencé par rapport à l'horloge TI, à l'ordinateur TI. Par contre, le dessinateur, il a sa propre horloge physique. Ce sont deux horloges différentes. D'accord? Même si, j'allais dire, on se met d'accord sur une durée, etc., je peux avoir une lecture différente du temps, de la notion du temps. C'est comme si c'était des montres. On se voit, vous me donnez on se donne rendez-vous, on va pour le cours par exemple, on se dit à 3 heures. Moi, j'ai une horloge qui a avancé et voilà. Vous venez 2 minutes en retard ou là 2 minutes en avance. Parce on veut bien avoir des horloges précises, mais on ne sera jamais précise à la seconde ou là au millionième de seconde ou là au microseconde près. Là, on est en train de travailler au micro de seconde près quand on parle de transmission, parce que c'est des durées très faibles. Et donc, on peut toujours perdre de la synchronisation entre émetteur et récepteur. Bon, on avance. Donc, on va introduire ce qu'on appelle la rapidité de modulation. Donc, la rapidité de modulation, ça va être le nombre d'états que je peux envoyer en une seconde. Je viens d'expliquer c'est quoi un état. On a, c'est la plus petite portion du signal et elle a une durée fixe. Donc, si elle a une durée fixe, je peux savoir combien d'états j'envoie à la seconde. C'est-à-dire, c'est 1 sur le fameux T, fameux delta que je viens d'introduire, qui est la durée d'un état. Donc, si par exemple T égale 10, plutôt égale 1 milliseconde, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes, parce que T, il faut toujours le donner en secondes. Donc, R va me dire que c'est 1000, parce que 1 sur 10 moins 3, ça va me donner 1000. Donc, je peux envoyer 1000 états à la seconde. Donc, ça, c'est la rapidité. Alors, la rapidité, retenez bien ce que je vais vous dire. La rapidité est un paramètre de performance qui va caractériser la carte réseau. C'est-à-dire, quelle est la capacité de la carte réseau à générer d'états en une seconde. Je peux avoir des cartes réseau plus rapides. Ça dépend de la technologie. Les cartes réseau d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes cartes réseau actuelles. C'est-à-dire, avant, on avait des vitesses très faibles. Parce que la technologie permettait d'envoyer au maximum un certain nombre d'états à la seconde. Là, on est arrivé à développer la technologie pour atteindre des débits, des rapidités plus élevées. C'est-à-dire que je peux générer plus d'états en une seconde. OK? Mais j'ai toujours une limite. Je n'ai pas une rapidité infinie. C'est-à-dire que la technologie actuelle, elle est toujours bornée, même si elle s'est développée. Peut-être demain, j'atteindrai le trillion en termes de nombre d'états, parce que là, je suis en giga, je suis en dizaines ou là en centaines de gigas hertz, c'est-à-dire en 10 milliards d'états à la seconde, mais je peux demain passer ce cap-là pour atteindre des valeurs supérieures. Donc ça, retenez, rapidité, c'est pour caractériser la vitesse de la carte réseau en termes de nombre d'états générés à la seconde. Le débit binaire, il est quelque part lié à la rapidité. Pourquoi? Parce que le débit binaire, lui, c'est par rapport à la quantité de données, parce que là, je travaille par rapport au signal, en parlant d'état. Par contre, le débit, c'est par rapport à
la donnée, c'est-à-dire combien de bits par seconde je peux envoyer, voilà, combien de bits je peux envoyer en une seconde. Donc, tout à l'heure, on avait dit que V est égal 2 puissance n, donc n est égal log de 2V, ça c'est trivial, vous l'avez deviné. Maintenant, pour trouver le débit, il suffit de voir à quoi correspond plutôt chaque étape. Donc, n étape peut correspondre à 1 bit, n étape peut correspondre à 2 bits, n étape peut correspondre à 3, etc. Donc, il paraît logique que D va être égal à n fois R. C'est-à-dire, c'est le nombre d'étapes que je peux envoyer en une seconde fois le nombre de bits représentés par chaque étape. Là, j'obtiens le débit qui va me dire combien de bits j'envoie par seconde. C'est clair? Pour la formule de débit. D'accord. Donc ça, c'est le débit. En bas, le temps de transfert. Lorsque vous envoyez un message vers un destinataire, ce message-là, vous voulez calculer combien de temps il va mettre pour arriver à destination. Donc, il va dépendre des performances qu'on vient de voir. Il va dépendre du débit, forcément. Pourquoi? Parce que la carte réseau TACOM, elle peut avoir un débit quelconque, c'est-à-dire que ce n'est pas le même débit pour toutes les cartes réseau. Il peut être égal à une certaine valeur, par exemple à 1000 bits par seconde, il peut être égal à 2000 bits par seconde. Donc si vous avez un débit élevé, vous allez mettre plus de temps normalement pour transmettre votre message. Donc, il y a deux temps. Il y a ce qu'on appelle le temps de transfert. Le temps de transfert, c'est le temps nécessaire pour que le message arrive complètement à la destination. Donc pour mesurer ce temps, il faut calculer deux temps. Il y a un temps d'émission, ou ce qu'on appelle aussi un temps de transmission. C'est le temps nécessaire pour la carte réseau pour injecter tout le message sur le support. Et là, ça dépend de son débit. Par exemple, imaginons qu'il y a un château d'eau devant chez vous, parce qu'il y a des coupures d'eau ces derniers temps. Lorsque le château d'eau qui délivre l'eau, il a une pompe. Normalement, il a une pompe. Elle dit que la pompe elle a une vitesse avec laquelle elle pompe l'eau. Elle peut pomper à 1 litre par seconde, à 10 litres, à 20 litres, etc. Plus elle est puissante, plus la quantité d'eau qui va être injectée sur les tuyaux se fera plus rapidement. C'est-à-dire que pour une pompe qui fait 10 litres à la seconde, elle va permettre que 10 litres pendant une durée de seconde vont transiter sur le tuyau. Alors que celle qui a une vitesse d'1 litre, il n'y aura qu'un litre. Donc, l'eau va me parvenir plus rapidement avec une pompe de 10 litres. Donc, il y a un temps, par exemple, si j'ai envie de vider, le château d'eau il fait 1000 litres. Donc, la pompe à 10 litres, elle va mettre 100 secondes. Elle va mettre 100 secondes pour vider toute la quantité. Alors que celle qui a une vitesse de 1 litre par seconde, elle va mettre 1000 secondes, c'est-à-dire 10 fois le temps qu'à la première pompe. Donc ça dépend de la quantité d'eau, c'est-à-dire la taille du message, et le débit de la carte réseau, c'est-à-dire dans notre exemple, là, la vitesse de la pompe. Donc ça me permet de calculer le temps d'émission, c'est-à-dire le temps de transmission, c'est-à-dire le temps nécessaire pour vider, si vous voulez, tout le message sur le support. Donc, ça va dépendre de la taille du message divisé par le débit binaire pour obtenir ce temps de transmission. Une fois que le message il est injecté sur le support, c'est-à-dire que l'eau il est dans les tuyaux, il ne va pas arriver instantanément chez moi. Ça dépendra de la distance qui sépare mon domicile du château d'eau. Donc plus je suis loin, plus il mettra du temps pour m'arriver. Et ça dépend aussi si vous voulez, des caractéristiques physiques de l'eau, c'est-à-dire comment se déplace le liquide. L'eau, il a une certaine fluidité, c'est-à-dire comment il se déplace, la vitesse de déplacement intérieur. Si vous remplacez l'eau par l'essence ou l'eau par de l'huile, par exemple, l'huile va se déplacer plus rapidement que l'eau. L'essence va se déplacer plus rapidement que l'eau dans un tuyau. Ça, c'est des caractéristiques physiques de fluidité. C'est des vitesses de propagation, ce qu'on appelle des vitesses de propagation. Donc, là, dans l'eau, je connais les caractéristiques thermiques. Donc, je sais que l'eau, la fluidité, va faire en sorte qu'il va, parce qu'il y a les frottements, donc, qui va, par exemple, se propager à 10 mètres par seconde. On va dire ça. Donc, ça dépendra de la distance qui me sépare à l'arrière du château d'eau. C'est le même principe pour ce qui est des câbles. Chaque câble
Tout dépend du phénomène. Si c'est un câble en fibre optique, donc j'ai la vitesse de propagation de la lumière. Si c'est un câble en électricité, donc ça dépendra de la vitesse de déplacement de l'électricité. Si c'est l'air, c'est la vitesse de propagation des champs, des signaux radio dans l'air. Donc chaque signal a sa propre vitesse de propagation. Et donc, je vais prendre la distance qui me sépare entre l'émetteur et le récepteur que je divise par la vitesse de propagation sur le support. Et là, ça dépendra de quel support j'ai utilisé. Donc, en faisant la somme, le temps d'émission et le temps de propagation, j'aurai le temps de transfert, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le message soit transmis d'une source vers et reçu complètement par une destination. Est-ce que c'est clair? D'accord. Écoutez, vous m'arrêtez, même si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, parce que là, c'est important. Même si on fera des exercices par la suite. Mais si vous avez une zone d'ombre ou quelque chose que vous n'assimilez pas, donc vous pouvez m'interrompre. Bon, un exemple ici, j'ai un signal numérique qui utilise 4 tensions, 0V, 0 volts, plus V, 2V, 3V. Donc là, on voit que la durée d'un état est la même partout. C'est égal à 1 milliseconde. Donc c'est donné. Donc V égale à 4. N est égal log de 2V, c'est-à-dire 2. Donc il y a 2 bits représentés par état. R, donc c'est 1 sur delta, c'est-à-dire 1 sur 10-3, ça me donne 1000 volts. C'est-à-dire que la carte réseau peut envoyer 1000 états à la seconde. Ensuite, D, à travers la formule, c'est R fois N. N égale à 2, donc c'est 2000 bits par seconde. Donc le débit de cette transmission-là, qui est illustré, est égal à 2000 bits par seconde. C'est bon? On avance. Bon, là, je vais introduire quelque chose de très important. C'est une notion que vous allez voir tout le temps. C'est-à-dire quand vous allez faire, il me semble, la plupart d'entre vous vont faire RSD, Master RSD, donc ils vont continuer dans les réseaux. La bande passante, c'est une notion que vous allez tout le temps voir. Donc, c'est une notion, bon, en anglais, on l'appelle bandwidth. Donc, elle va caractériser le câble. Tout à l'heure, on avait vu la rapidité. La rapidité, ça caractérise la capacité de la carte réseau. Ça va caractériser le câble. Donc, c'est spécifique au câble. Donc, on va noter la bande passante par W. Donc, on vous dit W, c'est un intervalle de fréquence. Alors, je préfère vous expliquer sur le schéma, c'est mieux. Alors, en pratique, on a remarqué que lorsque j'essaie de faire varier les signaux, c'est-à-dire que je prends n'importe quel type de câble, j'essaie d'envoyer des signaux avec, par exemple, différentes intensités ou les différentes fréquences. Donc, on va rester dans les fréquences. C'est-à-dire qu'on oublie les fréquences, on peut les varier. Donc, imaginons que vous allez changer les fréquences. C'est-à-dire que vous commencez par une fréquence, vous l'augmentez, et vous regardez qu'est-ce qui se passe dans le câble. On a remarqué que le câble ne laissait pas passer toutes les fréquences. C'est-à-dire qu'il avait une préférence. C'est-à-dire qu'il choisissait les signaux qu'il pouvait accepter. Donc, lorsque vous prenez un câble, sachez bien que le câble ne peut pas supporter tous les signaux que vous lui donnez. Il y a certains signaux qu'il accepte, certains signaux qu'il refuse. Alors, c'est quoi refuse? C'est que dès que vous essayez d'envoyer un signal qu'il refuse, ce signal-là se transforme instantanément en chaleur. Mais il n'aura même pas le temps ou la possibilité de se propager. Ce n'est pas un affaiblissement. Si vous voulez, c'est un affaiblissement instantané qui est dû à un refus. C'est comme si c'était une porte qui se referme. Là, c'est maintenant que tu transformes en chaleur. Tu ne vas pas aller plus loin. Donc, c'est des caractéristiques physiques. Bon, sans rentrer dans le détail, parce que même moi, je ne maîtrise pas le sujet. Si vous voulez, c'est les constituants du câble, de la matière, qui fait en sorte qu'elle accepte certains signaux et qu'elle refuse d'autres. Donc, c'est comme si c'était un filtre. Donc, parce qu'on va utiliser des câbles, il faut les étudier pour savoir quelles sont les fréquences qu'ils acceptent, quelles sont les intensités maximales en termes de puissance qu'ils acceptent, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer à plus de 300 volts, le câble, il va brûler aussi. Donc là aussi, vous avez des limites.
vous avez des limites en termes de type de signaux, vous avez aussi des limites en termes de puissance. Donc le câble ne peut pas supporter n'importe quel type de signal. Donc il faut étudier, normaliser les câbles, c'est-à-dire les câbles qui sont fabriqués et commercialisés ont été étudiés. On connaît toutes leurs caractéristiques, on connaît la distance d'affaiblissement, on connaît les fréquences sur lesquelles je peux envoyer, on connaît les puissances sur lesquelles on peut envoyer. C'est pour ça qu'après, lorsqu'un AIH génère un signal, je sais que le signal ne va pas être bloqué. Il pourra passer sans problème sur le câble. En tout cas, le câblage va l'autoriser. Donc, il faudrait que la carte réseau qui est raccordée au câble connaisse toutes les caractéristiques de ce câble. C'est-à-dire, lorsqu'elle va générer ces signaux, elle saura que ces signaux-là pourront circuler sans problème. Alors, revenons à la bande passante. La bande passante, en fin de compte, elle va me déterminer l'intervalle des fréquences dans lequel je peux envoyer. Pourquoi? Parce que là aussi, en faisant des tests, on a remarqué qu'il y a un intervalle de fréquence à l'intérieur du câble. Je peux transmettre le signal sans que ce signal-là perde de sa puissance à l'instant t égal à 0. Je ne parle pas de l'affaiblissement, c'est-à-dire dès que vous envoyez le signal, vous mesurez à la sortie du câble, vous regardez est-ce que le signal garde sa puissance. Vous trouvez qu'il garde. Dès que j'atteins une limite F1, F2, je remarque que le signal baisse, c'est-à-dire qu'il s'allume. Alors, la limite, comment déterminer F1, F2? C'est lorsque je constate que la puissance du signal à l'instant t égale à 0, elle a chuté de moitié, c'est-à-dire que la fréquence F1, F2 va me déterminer la limite de ma bande passante. Donc, entre ces deux limites, ces deux fréquences, je peux passer, c'est-à-dire que je peux envoyer mes signaux. En dehors de ces fréquences, je n'en vois pas, parce que de toute façon, ça ne va pas passer. Alors, à quoi ça sert ça? C'est que, on le verra par la suite, c'est que plus W est large, plus le câble vous permet d'atteindre des débits maximums. Donc c'est ça la relation entre W et la capacité du câble qu'on introduira par la suite. Donc il y a une relation entre la largeur de la bande passante et le débit que vous pouvez atteindre avec ce câble-là. Bon, retenez simplement cette histoire d'intervalle de fréquence dans lequel je peux envoyer. Et au-delà de cet intervalle, je ne peux pas envoyer. C'est ça la bande passante. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un filtre, ou là, si vous voulez, c'est comme vous avez un gardien. Donc il a des préférences. Il laisse passer certaines personnes et d'autres, il ne les laisse pas passer. Donc c'est comme si c'était ça. Tous les câbles ont des préférences par rapport à certains signaux. Ce n'est pas les mêmes préférences. C'est-à-dire un câble d'un autre n'a pas la même bande passante. Chaque câble a sa propre bande passante. C'est clair? Allô? D'accord. Alors, comment utiliser la bande passante? Il y a un savant très connu qui s'appelle Shannon, qui est, il me semble, suédois. Enfin, Shannon et Quist, ces deux savants. Shannon et Quist, donc les deux savants, ils ont déterminé une formule qui permet de calculer le débit maximal d'un câble à partir de sa bande passante. Donc, ce que je désigne par C. C, c'est la capacité d'un câble. Donc, c'est un paramètre qui va caractériser le câble. Est égal à W, c'est-à-dire la bande passante, la largeur de la bande passante, c'est l'intervalle de fréquence que j'ai mesuré, log de 2, 1 plus rapport signal sur le bruit. S, c'est quoi? C'est la puissance du signal telle qu'elle a été générée au départ. B, c'est la mesure de le bruit, c'est-à-dire l'environnement. L'environnement intérieur, on a fait du bruit. Donc, je mesure. Donc, plus le rapport Hadaya, il est haut. Parce que si j'essaie de diminuer B, donc l'idéal, c'est que B est égal à 0. Donc, si B est égal à 0, je dis bien si B est égal à 0, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Si B est égal à 0, C devrait tendre vers quoi? L'infini. Vous êtes plus proche de la terminale, c'est vrai. Donc, ce sont les limites. Hein, donc, C tend vers l'infini. Mais B n'est jamais égal à 0. Quoi que vous fassiez, même si vous allez en laboratoire, vous essayez de supprimer tous les parasitages, toutes les perturbations, B ne sera jamais égal à 0. C'est-à-dire que si vous envoyez un signal avec 5 volts,
vous le mesurez à la sortie, vous allez voir qu'il y a une différence. En fin de compte, vous n'avez pas envoyé 5 volts, mais vous avez envoyé 4,9. Vous n'aurez jamais le même signal que vous avez envoyé au départ. Alors, ce qu'a voulu générer la carte réseau. Pourquoi? Parce que déjà le câble lui, déjà vous ne pouvez pas éliminer tous les champs magnétiques, et le câble lui-même s'auto-perturbe. Parce que dès que vous avez un courant électrique, il forme un champ magnétique qui va perturber son propre signal. C'est-à-dire que le câble lui-même va induire un bruit qui va modifier le signal qui circule sur le câble. Donc B, aussi petit soit-il, ne sera jamais égal à 0. Bon, l'idée, oui, le bruit. C'est-à-dire le niveau de modification dans le signal TAC. D'accord? On avait parlé tout à l'heure de bruit impulsif, de bruit blanc, etc. C'est-à-dire c'est la différence qu'il y a entre ce que tu as envie d'envoyer et ce que tu constates sur le câble. Ce que je viens de dire. Maintenant, si tu as envoyé 5 volts et tu veux troubler à 4,9, maintenant le bruit TAC c'est 0,1. Voilà. C'est-à-dire que le bruit ne peut pas être égal à 0. Maintenant, tu ne peux pas trouver des cas où tu as 5, quand tu mesures sur le câble, tu vas trouver 5. Impossible. Tu vas toujours trouver une modification qui va toucher ton signal. Donc, l'idéal, ce serait de diminuer B au minimum, c'est-à-dire faire en sorte que B soit le plus petit possible pour augmenter C. Parce que W ne va pas changer. La bande passante vers le câble TI, elle va rester la même. C'est-à-dire, si j'ai toujours le même câble, il va toujours avoir la même bande passante. Ce qui va permettre d'augmenter le débit maximal dans un câble, c'est l'impact vers le bruit. Alors, quand on fait des études, c'est-à-dire quand on va étudier un câble, on va le faire en laboratoire, en essayant d'éliminer tout le parasitage, tous les bruits possibles. Donc, c'est-à-dire que la valeur que j'aurai en laboratoire va faire en sorte que B soit minimisé au maximum. C'est-à-dire que je ne peux pas, dans la réalité, atteindre ce bruit-là. C'est-à-dire dans un environnement réel pratique, je ne vais pas atteindre le bruit que j'ai obtenu en laboratoire. Donc, elle a la capacité que je mesure, qu'on me donne, quand on va faire des études. C'est une capacité théorique, parce qu'elle a été obtenue dans un environnement, on va dire stérilisé, enfin stérilisé par rapport au bruit, c'est-à-dire que les bruits ont été éliminés au maximum, donc j'ai un bruit très faible. Mais si j'essaye de me situer dans un cas pratique, etc., il est clair que je n'obtiendrai jamais la capacité d'un câble théorique, parce que la capacité a été mesurée dans un environnement où les bruits ont été éliminés et il ne restait qu'un petit bruit. Mais dans le cas concret, il est clair que l'incidence sur le bruit sera plus importante. Donc le débit théorique que je vais atteindre, il est limité. C'est comme votre connexion ADSL. Quand on vous dit 10 mégas, vous êtes abonné à 10 mégas ou à 20 mégas, ça c'est un débit théorique, c'est la capacité. Mais dans le concret, est-ce que vous allez l'atteindre? Ça dépend. Ça dépend du bruit. Des fois oui, des fois non. C'est clair. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de bruit, donc vous pouvez approcher les 10 mégas, ou là, je ne sais pas, peut-être la moitié. Mais si y a trop de bruit, la connexion intercom, le débit que vous obtenez peut être très faible. Parce que c'est l'incidence du bruit qui va remettre en cause le débit maximal que vous allez enregistrer. Alors, la capacité, elle ne caractérise pas la carte réseau. La carte réseau, elle est caractérisée par la rapidité. La capacité caractérise le câble. Ok? Parce que quand j'ai une transmission de données, j'ai deux contraintes. J'ai la contrainte à la carte réseau et j'ai la contrainte à le câble. Donc, je vais rattacher un câble à la carte réseau. L'histoire de tout à l'heure, tu as la pompe et le tuyau. Si vous avez une pompe très rapide qui peut injecter 1000 litres à la seconde, mais est-ce que votre tuyau peut supporter les 1000 litres? Peut-être que le tuyau, lui aussi, il a une résistance. C'est-à-dire, si vous dépassez les 100 litres à la seconde, il va éclater. C'est le même cas ici. C'est-à-dire que le câble TAI, il a une capacité. Il ne peut pas supporter un débit au-delà. Même si la carte réseau peut m'envoyer, par exemple, 1 gigabit par seconde, le câble TAI, il est limité à, par exemple, 10 ou 100 mégas. Donc, la carte réseau doit faire avec le câble TAI. C'est-à-dire qu'elle est obligée de diminuer la vitesse TAI pour qu'elle soit pour que le câble puisse supporter. Donc j'ai
la capacité à le câble, mais aussi j'ai la capacité à la carte réseau. Et inversement, je peux avoir aussi un câble qui a un débit supérieur et la carte réseau qui a une rapidité limitée, qui ne peut pas exploiter tout le débit que lui offre le câble. Donc c'est toujours le minimum des deux. C'est le minimum entre la carte réseau et ce que peut offrir le câble. Alors pour faire le rapport entre les deux, il y a une deuxième formule qui a été donnée par Shannon et Quist, c'est que la rapidité maximale d'une carte réseau, quand j'essaie d'élever la rapidité d'une carte réseau, le maximum qu'elle peut atteindre, c'est 2 fois la bande passante du câble auquel elle est raccordée. Maintenant, si le câble est un W, où il est connecté à une carte réseau, avec la carte réseau, elle peut atteindre une rapidité maximale qui est égale à 2 fois W. Elle ne peut pas dépasser cette limite-là, même si elle y a intrinsèquement, elle est rapide. Mais parce que le câble il est limité, elle sera limitée à 2 fois W. Donc là, ça permet, si vous voulez, la formule de relier les performances, les capacités du câble par rapport à la vitesse de la carte réseau. Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, on peut déduire aussi une formule Vmax égale 1 plus SB. De la même manière ici, vous allez me dire pourquoi ne pas augmenter n. En fait, quand n dépend aussi du bruit, parce que le nombre d'états différents que vous pouvez générer, il est borné. Il est borné par le bruit, parce que si b est égal à 0, je peux générer une infinité d'états. Par contre, b n'est jamais borné, n'est pas jamais égal à 0, c'est-à-dire c'est une valeur positive. Ce qui fait que là, vous allez tendre vers une valeur max. Alors, pour vous expliquer cette histoire, je vais revenir vers le schéma ici. Déjà, en termes de tension, je suis limité, c'est-à-dire que je ne peux pas envoyer sur un câble des tensions infinies. J'ai une tension max, un voltage. Les 200 volts, c'est ce que peut accepter mon câble. Entre 200 et moins 200 volts, l'intervalle terre. Bah, je vais me dire, ok, n'empêche que c'est l'intervalle, c'est un intervalle de réel. Je peux créer théoriquement une infinité de valeurs. Mais dans la réalité, non. Puisque je viens de dire tout à l'heure que le bruit va faire en sorte que vous n'allez jamais obtenir la même valeur en pratique que celle que vous voulez envoyer. Donc, lorsque je vais essayer d'augmenter V, automatiquement, à certains moments, les états théoriques vont être proches. C'est-à-dire que l'état 1, il se peut que le 0, du fait de rajouter les états, va être tellement proche du 1. Et donc, comme le bruit n'est jamais nul, le 1 va être considéré comme 0. C'est-à-dire lorsque l'écart entre deux états les plus proches possibles est inférieur à la valeur du bruit, vous ne pourrez plus distinguer entre les deux états. Maintenant, le 1 ou le 0 là. Est-ce que je vais considérer que ça c'est un 1 ou un 0? Je suis incapable. Parce que je suis dans la marge du bruit, qui peut être égale à 0,1, 0,2. Maintenant, la marge TI, elle dit que 0,1, 0,2, elle va faire en sorte que le nombre d'états que je vais créer ici, c'est un nombre discret, c'est un nombre fixe. Il ne peut pas être infini. Et donc, en fin de compte, il va tendre vers n max, il ne va pas tendre vers l'infini, du fait du bruit, qui va me limiter le nombre d'états différents que je peux générer. Est-ce que c'est clair? D'accord. On avance. Bon, les paramètres qu'on vient de voir, ils permettent d'évaluer les performances d'une transmission signal, c'est-à-dire la capacité théorique, physique, par exemple de la carte réseau, aussi de votre câble. Mais ils ne vous donnent pas une indication, est-ce que réellement vous utilisez les performances le réseau Terco au maximum. C'est-à-dire, je peux avoir un réseau qui m'offre 1 GHz, mais est-ce que réellement j'utilise ce débit-là totalement? Ça, je n'en sais rien. C'est la mesure du trafic, ce qu'on appelle le trafic, qui va me permettre de savoir est-ce que le réseau satisfait mes besoins ou non. C'est comme si vous prenez une connexion ADSL à 2 mégas.
est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce que les 2 mégas me suffisent, ou là je vais passer à 8 mégas, ou là un peu plus? En fait, quand tout dépend, est-ce que les 2 mégas, tu les exploites? Ou là, est-ce qu'il y a une saturation? Si tu es le seul à utiliser les 2 mégas, bah, ça peut te suffire. Si vous êtes plusieurs, par exemple, maintenant, on est dans le télé, en visioconférence, peut-être qu'il y a plusieurs qui font des cours chez vous, dans un même domicile, on peut avoir plusieurs personnes qui sont à l'université. Donc, tout le monde a besoin de se connecter. Donc, pour une connexion en visioconférence, j'ai besoin de 1 méga. Donc, si on est 4, donc il me faut minimum 4 mégas. Donc, il est clair que les besoins en trafic sont supérieurs par rapport à la ligne physique. Donc, il faudra que je fasse évoluer la ligne physique pour qu'elle réponde aux besoins du trafic. Donc, le trafic, c'est par rapport à l'utilisation du réseau. Par rapport à l'utilisation du réseau physique. Donc, est-ce que je l'utilise, est-ce qu'il me satisfait, ou là, est-ce qu'il ne me satisfait pas? Alors, comment mesurer le trafic? Il y a deux paramètres, deux coefficients. Il y a le premier coefficient, c'est par rapport à la durée, c'est-à-dire combien de temps vous allez utiliser le réseau. Donc, là, on suppose que quand j'accède au réseau, je mets un certain temps, c'est-à-dire je vais ouvrir une session de travail qui va durer une période de temps en secondes que je vais noter ici T. T, donc, c'est la durée d'une session de travail. Donc là, par exemple, j'ouvre mon micro, je me connecte et pendant avec la durée, je suis censé accéder au service réseau. Je ne sais pas en détail ce que je fais. Est-ce qu'il y a des silences? Est-ce que je suis en train de télécharger tout le temps? Ou là, pendant un temps, je ne fais rien? Ça, je n'en sais rien. Mais je sais que, par exemple, pendant 1 heure, je me connecte 20 minutes, 30 minutes, en moyenne. C'est ça. Et NC, c'est le nombre de sessions par heure. Donc, l'utilisation du réseau terrible, elle peut être exprimée par l'intensité qui est égale le nombre de sessions par heure fois la durée d'une session, divisé par 3600, c'est-à-dire le nombre de secondes par heure, parce que T est donné en secondes. Donc là, vous avez un ratio qui va vous donner le pourcentage d'utilisation par heure de votre réseau. Donc ça, c'est une première estimation de trafic. Cette estimation-là, elle n'est pas fine. Elle ne rentre pas dans les détails, parce qu'elle ne me donne pas réellement est-ce que pendant les sessions RADIC, j'utilise tout le débit ou est-ce que le débit me satisfait ou non. Je n'ai pas cette notion-là pour le moment. Donc, c'est une notion assez grossière pour le moment. Hein? Parce que je peux dire que j'utilise, par exemple, 20 minutes, ça me donne à peu près un tiers du temps, c'est-à-dire 33% du temps. Mais est-ce que réellement, pendant le 33% du temps, je consomme tout le débit ou là, je consomme une partie du débit? Je n'en sais rien. En tout cas, en se référant par rapport à cette mesure. Donc, je vais utiliser un autre coefficient qui est le rapport, le taux d'occupation, ce qu'on appelle le taux d'occupation. Le taux d'occupation, c'est quoi? C'est le débit effectif sur le débit nominal. Alors, le débit nominal, c'est le débit théorique, c'est-à-dire le débit qui est à le câble ou là, tu as la carte réseau Tacom. C'est-à-dire que vous avez une carte réseau ou un câble qui vous offre 2 mégas. Alors, on va dire la ligne ADSL Tacom, elle vous offre 2 mégas. Est-ce que vous utilisez 2 mégas pendant les sessions? C'est ça ce que j'ai envie de savoir. Donc, je vais mesurer ce qu'on appelle le débit effectif. C'est réellement combien de données j'ai échangées pendant les sessions. Et donc, pour ce faire, je vais prendre la session terrible, je vais la diviser en transactions. Transactions, c'est quoi? C'est des opérations, soit par exemple, je télécharge, je récupère un fichier, je récupère une page web. Donc, chaque transaction va définir une opération, une requête sur le réseau qui m'a permis d'échanger une certaine quantité de données. Donc, la quantité moyenne de données échangées pendant une transaction est appelée P. Et j'ai un certain nombre moyen de transactions par session, que j'appelle NT. D'accord? Donc, le débit effectif TI va être le nombre de transactions par session fois la quantité de données échangées par transaction. Donc en multipliant NT fois P, j'obtiens la quantité de données échangées par session, que je divise par la durée d'une session. Là, je vais calculer le débit effectif, c'est-à-dire réellement combien de données j'ai échangées pendant une session.
Je prends le débit effectif, je le divise par le débit théorique. J'obtiens le taux d'occupation. Donc, quand je dis taux, forcément, c'est une valeur entre 0 et 1. C'est un pourcentage. Donc, pour vous expliquer ça, on va prendre un exemple. Alors, notez simplement que tout à l'heure, j'ai oublié de dire, qu'entre les transactions, il y a des silences. C'est-à-dire que vous ne l'utilisez pas durant une session de manière continue le réseau. C'est-à-dire que c'est pendant que vous envoyez une requête qu'il y a échange. Entre-temps, peut-être que vous êtes en train de regarder la page, ou là, vous êtes en train de... Il n'y a pas forcément d'échange de données. Donc, il y a des temps de silence. Pendant ce temps de silence, vous n'utilisez pas le réseau. Il n'y a pas d'échange réel. Ok, donc on prend l'exemple, soit un calcul scientifique à distance où l'utilisateur est amené à dialoguer avec un ordinateur central. On suppose P, donc la quantité de données échangées par transaction est égale à 900 bits. NT, c'est le nombre de transactions par session, c'est égal à 200. T, c'est la durée d'une session, 2700 secondes. Et NC, c'est le nombre de sessions par heure. Donc, en faisant la première formule, l'intensité, ET fois NC divisé par 3600, on va trouver que E est égal à 0,6. Comment j'interprète 0,6? E est toujours comprise en 0 et 1, c'est des taux. Donc, je vais dire que le réseau, je l'utilise avec un pourcentage de 60%. C'est-à-dire que je suis 60% connecté au réseau. Du temps, 60% du temps. C'est une référence par rapport au temps. Maintenant, pendant 40% de mon temps, je fais autre chose. Je ne suis pas sur le réseau. Est-ce que pendant les 60% du temps ADEC, j'utilise le réseau convenablement? Je ne peux pas savoir. Il faudrait que je calcule le taux d'occupation. Donc, le taux d'occupation, en remplaçant les valeurs dans la formule, je vais obtenir que E est égal à 0,05. C'est-à-dire en réalité, la quantité de données que je vais échanger, c'est 5% des capacités que m'offre le réseau. C'est tout. C'est-à-dire que j'ai de la marge. Maintenant, pendant que j'utilise le réseau, je ne l'utilise qu'à 5% de ses capacités. En faisant les mesures, ça me permet de me dire, est-ce que le réseau physique me satisfait actuellement? Si je trouve que par exemple, le taux d'occupation, il est bas, c'est bon, je me dis, je n'ai pas besoin de changer un layout d'équipement ou la passer à une connexion plus rapide. C'est lorsque le taux va augmenter, va atteindre les 80, les 90%, je vois que il augmente. Là, c'est là où je vais penser à devoir passer à autre chose. Maintenant, quand je suis dans une entreprise, j'ai un ancien réseau, des anciens équipements, et je vois que le trafic, l'échange augmente. Maintenant, je suis dans une banque, il y a énormément de transferts de données, je suis connecté à l'extérieur. Si je vois le trafic à travers le taux d'occupation est en train d'augmenter, là, ça me dit peut-être que c'est mon réseau qui, en tout cas les liaisons, les transmissions au niveau de mon réseau, qui commencent à ne pas me satisfaire mes besoins. Peut-être que je dois remplacer, par exemple, les câbles télé en utilisant la fibre optique. Si je suis connecté à l'extérieur, par exemple, j'ai des agences, là aussi, peut-être revoir les débits, les transmissions, les lignes spécialisées que j'ai à mon niveau, pour prendre des lignes avec des débits supérieurs. Vous voyez, donc en mesurant le trafic, j'ai une idée de l'exploitation du réseau de taille. Est-ce que le réseau physique satisfait les besoins du trafic ou non? Et là, si je trouve que le réseau devient saturé, je peux envisager de passer à une solution supérieure en termes de performance. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, j'arrête le cours ici. Les autres, s'il vous plaît. Vous êtes combien? Vous êtes une trentaine à peu près. Est-ce que c'est clair? Ok, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on vient de m'envoyer une liste additive. Apparemment, il y a des gens qui ont fait recours et qui ont été introduits. Je ne sais pas s'ils sont présents ici. En tout cas, s'il y a des personnes qui ont été introduites, vous leur demandez. Je demanderai à votre délégué de les contacter pour qu'ils m'envoient leur email pour que je puisse les rajouter. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une liste d'une quinzaine de personnes qui a rejoint la section? C'est des gens qui ont fait des recours. Est-ce qu'il y en a ici qui sont présents? Des gens qui ont été intégrés. Alors, vous les informer pour déjà la page web,
et la page, plutôt, oui, la page FB pour qu'ils récupèrent les cours qu'ils ont ratés et qu'ils m'envoient leur email, pour que je puisse les intégrer dans les invitations. Voilà. Ok, s'il n'y a pas de questions, donc je vous dis voilà, bon week-end et alors, il y a les cours qui. Ah là, je ne fais pas de présentiel là, pour le moment, parce que c'est une perte de temps, j'ai oublié de vous dire. Je vais continuer les cours en ligne, parce que je trouve que c'est mieux, on ne perd pas de temps. En présentiel, ça sera du n'importe quoi. Donc, le présentiel, je le ferai vers la fin, parce qu'il faudra faire le contrôle ou faire des révisions. Pour le moment, la semaine prochaine, il me semble, on devrait faire du présentiel. Là, je continuerai de faire les cours en ligne. D'accord? Donc, s'il y a des questions, vous pouvez toujours me contacter. Parce que là, on avance plus rapidement que si on était en présentiel. Sachant qu'en présentiel, on est obligé de diviser la section en deux et c'est pas évident. Est-ce que ça vous convient? Maintenant, la dernière vague dans la présentielle, elle a dit que je ferai les cours pour faire une révision globale et répondre à vos questions en général. Donc, on se dira, je ne sais pas, peut-être à lundi, tout dépend du programme qui sera donné. Je suis désolé, Anna, moi j'ai des problèmes de santé et je ne prends pas le risque, mademoiselle. Je ne prends pas le risque d'aller à Belsour. Peut-être que vous n'avez pas de problème de santé, mais Anna, j'ai des problèmes de santé. Donc je ne ferai le présentiel que lorsque ça le mérite. Donc si vous avez des questions, voilà. Là, je ferai mes cours, Kimahaka. Oui, oui, en présentiel, vous pouvez les programmer ailleurs. Pour le moment, oui, pour la semaine prochaine. On va les cours, donc les cours, on le fera comme on les fait actuellement, c'est-à-dire par visioconférence. Donc les deux dernières séances, oui, oui, on est magnifique. Non, justement, Taouai, si je parle des séances qu'on va m'affecter, elles seront libres. Maintenant, pour les cours, il faudra que je change l'horaire. Je change l'horaire pour que je vous laisse le temps de rentrer chez vous et avoir des créneaux où vous êtes libre. Vraiment. Parce que vous ne pouvez pas être à Babzouar ou Tibay en visio, ça c'est impossible. Donc on va essayer de voir, parce qu'on ne connaît pas l'emploi du temps. L'emploi du temps, il va être changé. Et vous n'aurez pas les TD. Les TD ne sont pas inclus en présentiel, c'est simplement les cours. Vous voyez, c'est une difficulté. Donc, il n'y a que les cours qui sont intégrés, ou bien les TP éventuellement. Les TD ne sont pas intégrés en présentiel. Donc, ils vont afficher le programme, et en fonction de ce programme-là, donc on va essayer de trouver des créneaux qui vous conviennent pour faire les cours en visio. Voilà. Je suis désolé, mais là, on est dans une situation où on fait ce qu'on peut. Inch'Allah, Inch'Allah. Allez, bon week-end. C'était un revoir.